Alors voilà, encore une petite, là, parce que quand même, après la semaine passée dans les rues de Digne avec mes cartons pour dénoncer la rétention de preuves de traitement, de mauvais traitement à mes enfants par leur mère, par la CRIP, hein, la rétention de preuves, je suis tombé sur cette vidéo qui est intéressante. Il y en a une autre aussi, donc je vais la passer parce qu'il y en a certains, qui méritent d'entendre ça, parce que apparemment, voilà, moi je m'inscris dans ce genre de procédé, de processus qui se passe en ce moment dans le dossier, dans son intégralité. Hein. Je parle bien au civil comme au pénal. Et surtout concernant mes enfants. Donc cette vidéo elle fait 10 minutes, l'autre elle fait 7 minutes, donc ça va faire un petit laïus. Par contre, après mûre réflexion, je me suis fait aborder dans la rue par une élue de Fort-Calquier justement, qui sortait soit de la préfecture, soit de l'hôtel de département. Apparemment, c'est une personne élue. Et cette personne-là, on la connaît de vue par le biais que elle fréquente, du moins elle fréquente, oui, on peut dire ça comme ça, l'école où étaient mes filles avant, l'école catholique, donc hein, à Fort-Calquier, dont j'ai eu maille à partir aussi avec de fausses déclarations, etc. etc., etc. Enfin bref, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est pas la peine. Et cette personne, elle m'a quand même abordé, alors gentiment avec quelques mots par rapport aux filles, forcément, mais tout de suite on en est arrivé à un positionnement par rapport justement au problème de l'école catholique. Enfin, mes filles, ça fait quand même 2 ans qu'elles y sont plus, hein. Et cette personne-là me parle quand même de ces problèmes-là. Euh, voilà quoi. Donc déjà, par rapport à ce que je dénonce quelque part, il y a déjà au moins, je dirais, un lien. À savoir que la mère de mes filles a croisé cette femme-là au sein de l'école. La mère de mes filles était copine avec la directrice de cette école. Cette femme-là est copine aussi avec l'école. Je ne l'incrimine pas, je ne dis rien. Je dis simplement des faits. Comité, etc., des parents, etc., elles ont pu se croiser maintes et maintes fois. C'est une élue de Fort-Calquier qui connaît de par le fait la situation. La mère a quand même réussi à changer les petites d'école sans que je sois informé, sans qu'on me demande la moindre signature, sans même qu'on donne mon adresse ni même mon numéro de téléphone concernant mon autorité, hein, purement. Hein. Donc ça fait déjà au moins un lien entre guillemets, même politique. Et si je me trompe pas, j'irai même plus loin. Je pense qu'à cette personne, a même d'autres liens. Je ne vais pas les développer ici, ça sert à rien, puisque ça serait dire des choses dont je ne suis pas sûr, donc c'est pas le but. Hein. Le but c'est d'affirmer les choses qui sont vraies, hein, que les gens se rendent compte de ce qui se passe réellement, pas de faire du n'importe quoi. Un papa qui traîne dans les rues toute la semaine avec des cartons devant la mairie, devant le tribunal, la préfecture, etc., c'est pas du n'importe quoi. C'est pas un papa qui est déçu d'une mauvaise... non, c'est un papa qui dénonce, c'est pas un papa qui est déçu, faut pas se tromper. Donc j'ai envoyé 2 mails à une dame de l'hôtel de département, qui est une élue, qui n'est pas sur Digne, qui vient aux réunions, etc., etc. C'est les informations que j'ai eues par le secrétariat, et qui est de la protection des enfants. Donc je me demande, comment on peut arriver à avoir de tels dossiers et qui restent camouflés. Voilà, j'ai quand même la preuve par mail que j'ai envoyé ces documents à la responsable de la CRIP, qu'elle les a reçus, puisque le courrier que je lui ai envoyé par mail a été photocopié et remis tel quel dans le dossier au milieu de multiples documents, donc avant d'y prêter attention... Dans le dossier concernant la CRIP, absolument rien référent à la CRIP, dénonçant ou ne serait-ce que mentionnant le fait d'un envoi de ma part. Donc voilà, c'est du lourd quand même, c'est du lourd. Donc à mon avis, quand ça va péter, messieurs, dames, vous en avez fait un beau merdier, hein. À mon avis, quand ça va péter, messieurs, dames, ça va péter, mais ça va péter sur le 04, je pense. Bon, après, vous arrangerez avec vos amis à Robe pour essayer de me mettre soit en prison, soit me faire fermer ma gueule, ou vous essayerez de faire ce que vous voudrez. Hein. De toute façon, pour l'instant, vous y arrivez. Pour l'instant, je dis bien. Donc, si il est fait exactitude de mes propos, parce qu'il faut dire quand même que cette personne, ça fait presque une semaine, je pense, qu'elle a reçu mes mails. Hein. Je lui ai fourni aussi la copie de l'enregistrement téléphonique que j'ai envoyé à Madame Richaud, hein, la responsable de la CRIP qui fait de la rétention de preuves de maltraitance d'enfants.
Et cette personne qui est élue et responsable du, on va dire entre guillemets, Pôle emploi ou de la sécurité ou de la protection de l'enfance au sein même de l'hôtel de département, eh ben, elle a toujours pas répondu, quoi. Ni même accusé réception. Donc on est encore, je sais pas. Ou la politique de l'autruche, ou trop de dossiers, je sais pas, je vais pas dire, je la connais pas. Hein. Donc je ne veux pas tirer des conclusions trop rapides. Mais voilà quoi. Je sais son nom, maintenant reste à mettre sa tête dessus. Et si la tête et le nom correspondent, on aura un sacré lien déjà. On aura déjà un sacré lien. Enfin bref. Alors voilà la configuration exacte, ou quasi, de ce qui se fait dans mon dossier. Observateur. Hein. Pardon, en oubliant bien sûr qu'il peut y avoir en prime, une relation autre qui joue en faveur d'eux. Un peu du traitement judiciaire moi, je constate de ce type d'affaires à Paris. Voilà. À Paris particulièrement, parce que je connais bien la pratique au tribunal de Paris. À Paris, vous avez par exemple au tribunal des enfants, en principe, il y a un magistrat par arrondissement. Mais pas toujours, parce qu'il y a parfois des magistrats qui occupent le poste de leurs collègues, et donc il n'y a pas forcément 20 magistrats qui s'occupent du tribunal pour enfants. Mais en général, ils n'aiment pas ça, l'aliénation parentale. Hein. Ils essaient de... Alors pourquoi? C'est difficile à comprendre. On a l'impression, c'est un peu l'analyse que j'en ai faite après avoir examiné plusieurs cas, on a l'impression qu'ils se sentent dépassés par la gravité accumulée, n'est-ce pas, de cette aliénation, comme si on avait atteint un point de non-retour et que, mis devant le fait accompli, ils ont décidé que ça servait à rien d'essayer de renverser la vapeur. Donc on gère la misère, vous voyez, on gère la misère, les parquets ferment les yeux d'ailleurs, ils font des réquisitoires qui dépassent rarement 3 lignes, ils ne s'investissent pas dans les dossiers, de sorte que le traitement de ces affaires-là laisse largement à désirer, et ça encourage ceux qui sont bien évidemment à l'écoute de ce genre n'est-ce pas, de laisser aller, ça encourage à multiplier les cas d'aliénation. C'est ce que j'ai écrit d'ailleurs, c'est gratuit, c'est sans frais. Voilà, on peut continuer à démolir les enfants. La justice ne va pas trop tellement s'y opposer. Ça, c'est terrible. Votre constat est quand même consternant. Doit-on considérer qu'il y a une véritable démission de la justice face aux souffrances des enfants? Alors, c'est pas une démission. Chaque fois qu'un magistrat fait bien son travail, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas des analyses de certains experts qui sont beaucoup trop consensuels. À Paris, il y a quelques experts maison qui sont redoutables en ce sens, qui prennent l'oreille du juge, n'est-ce pas? Ils essayent de savoir où va le vent, et à ce moment-là, on sait d'avance quel sera le contenu des rapports. Ça, c'est fabriqué sur mesure. Vous voulez dire, vous insinuez qu'il y a une convenance entre le juge et l'expert? Oui, bien sûr, ils se parlent au téléphone, ce qui normalement ne devrait pas avoir lieu, mais manifestement, surtout pour les vieux magistrats, il y a de belles lurettes qui se sont accommodées de ce genre de facilité, et ça devient consensuel, et ça peut même remonter à l'échelon supérieur. On voit bien que ces experts maison, qu'on voit d'ailleurs venir, n'est-ce pas, en compagnie des mêmes magistrats, dans les colloques, dans les séminaires, où vous retrouvez les dignes représentants de l'aide sociale à l'enfance, tout ça, c'est consensuel. Et ça se passe très bien en ce sens qu'il n'y a pas de fausses notes. Donc si on a décidé que l'aliénation parentale, il ne faut pas en parler, et ben, ils vont faire tout ce qu'il faut pour qu'on n'en parle pas. Sauf qu'il y a des couacs, vous avez des magistrats, même au tribunal pour enfants de Paris, qui reconnaissent que l'aliénation parentale est un vrai problème et qui en tirent les conséquences, au point parfois même de décider de mettre un terme à des mesures d'assistance éducative qui n'ont servi à rien et qui sont même responsables d'avoir aggravé la situation. Alors là, ça discrédite complètement les expertises quand même. Oh, mais les experts, il y en a qui sont tout à fait honnêtes et consciencieux, mais vous savez, il y a aussi ce que j'avais un jour essayé d'appeler les négationnistes. Il y a des gens qui vous disent carrément que l'aliénation parentale, c'est une fumisterie inventée par un pédopsychiatre américain, le docteur Gardner,
ils ne veulent pas admettre que ça existe. Vous m'aviez cité d'ailleurs un psychiatre, disons, de Lopez. Oui, je crois que c'est M. Gérard Lopez qui un jour est venu nous expliquer dans une conférence à la Maison du Barreau de Paris que l'aliénation parentale, c'est quelque chose qu'on a inventé de toutes pièces mais qui n'existe pas. Ce monsieur enseigne à Paris, je crois, dans un institut de criminologie, c'est totalement incompréhensible qu'on le laisse encore venir étaler de ce genre de théorie, mais c'est la réalité. Et d'ailleurs, il avait suscité l'indignation de tous les avocats qui étaient présents. Est-ce que c'est pas une volonté alors? Vous savez, quand vous avez des négationnistes dans d'autres domaines, parfois ces gens-là sont déterminés, un peu comme les parents qui veulent s'emparer d'un enfant, quelles que soient les conséquences sur l'enfant. Il y a un vrai problème pour l'aliénation parentale, c'est que les experts qui ne la rejettent pas, qui admettent même qu'elle existe et qui en tirent les conséquences, qui attirent l'attention des magistrats, ces experts-là sont pour l'instant peu nombreux. Donc au départ, on est inquiet de cette difficulté, on a du mal à trouver des experts qui soient spécialisés sur l'aliénation parentale, et en plus, les juges qui n'aiment pas l'aliénation parentale ne vont pas se précipiter pour nommer des experts spécialisés. C'est un vrai problème. On tourne en rond. On tourne en rond et la justice est rendue à partir d'a priori, c'est-à-dire qu'on nie l'existence de phénomènes qui sont gravissimes pour l'avenir des enfants. Si on parle de maltraitance morale, psychologique, théoriquement, le juge qui devrait être saisi en tout premier lieu, c'est le juge qui protège les enfants, donc le juge pour les enfants. Alors le juge, avant même le JAF. Le tribunal pour enfants, lui, normalement va être saisi à la suite d'un signalement. C'est-à-dire qu'un médecin va constater, par exemple, de mauvais traitements et va faire un signalement au procureur de la République. Ou un service social, ou disons toute personne qui peut avoir à donner son avis sur une situation qui n'est pas normale. Les parents de leur côté vont essayer, avec plus ou moins de bonne foi dans certains cas, de sensibiliser le tribunal pour enfants, vont s'adresser à un avocat qui va déposer une requête. Et le magistrat aura à faire attention, est-ce que la requête est légitime, est-ce qu'elle est fondée, il faut faire un certain nombre de vérifications. Ils peuvent le faire sans avocat d'ailleurs, oui, mais enfin bon, en général ils prennent un avocat quand ils veulent arriver à leur fin, et c'est là que ça devient plus compliqué, voire plus dangereux. Les juges bien rodés savent très bien que dans un certain nombre de cas, il faut savoir dire. Parce qu'il y a un scénario qui se met en place et le juge va servir d'instrument. Et malheureusement, il y a des juges qui se laissent convaincre plus facilement que d'autres. Mais les magistrats bien trempés, qui ont vraiment une bonne expérience, savent aussi dire non. Et là, dans ce cas, le juge devrait demander une enquête sociale. Ah, mais ils le font. Ils le font. Il faut voir dans quelles conditions travaillent les services sociaux aussi. C'est pas toujours édifiant. Souvent, c'est fait. Alors, ils ont eux aussi toujours l'argument qui consiste à dire on a trop de boulot, on est débordé, on doit faire vite, les juges sont pressés, ils nous demandent de faire ça dans un délai relativement bref, souvent trop court. Là aussi, il y a beaucoup à dire sur les rapports des services sociaux. Vous savez, parfois les services sociaux ont tendance à essayer de savoir si le juge n'a pas déjà une petite idée, vous voyez, pour essayer de ne pas se retrouver en porte-à-faux par rapport à ce que le juge pense au départ. C'est subjectif. C'est très subjectif. Et souvent, les parents qui sont confrontés à l'enquête sociale découvrent une réalité complètement déformée. Ça, c'est manipulé du début jusqu'à la fin. Est-ce que les enquêtes sont bien faites en général? Sinon, pour celles que j'ai vues, franchement, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire au téléphone? C'est fait sur des ragots, c'est fait parfois même on oublie d'aller consulter les gens qui seraient les mieux à même de donner des renseignements. À la campagne, c'est bien classique, ce sont les maires qui sont les principaux, les principaux informateurs qui devraient être sollicités en premier pour savoir ce qui se passe dans le village, parce qu'il y a des problèmes de proximité, de voisinage. Souvent, on ne pense même pas à demander l'avis du maire ou des représentants, les mieux à même de donner des informations objectives. On va se contenter de ce qu'on a mis en avant
c'est-à-dire des gens qu'on a soigneusement désignés pour vendre un discours convenu avec des preuves fabriquées. Enfin, c'est assez calamiteux dans l'ensemble. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc, alors, si on rêvait, dans le cadre de l'hypothétique, une enquête qui serait bien faite, consistant en quoi? vous savez, tout ce qui est béni de l'étiquette politiquement correcte est à prendre avec vraiment des pincettes, parce que c'est politiquement correct qu'on fait confiance au système, alors que le système, dans bien des cas, ne fonctionne pas. Et pourquoi ce système ne fonctionne pas? Parce qu'il y a des gens qui sont assez rusés, assez malins pour le pervertir, et qu'en face, il y a des gens qui ne sont pas assez malins ni assez rusés pour s'en rendre compte, ou pire, que ça ne dérange pas. Là, c'est le comble, mais c'est une réalité quotidienne. Que ça ne dérange pas, c'est une réalité quotidienne? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ça, on a du mal à l'admettre, hein, parce que ça choque un peu. On dit, mais enfin, quand même, c'est des gens de métier, ils auraient dû être un peu plus prudents. Non, 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 non. Écoutez, les Français, a priori, ont déjà beaucoup de mal avec leur justice. C'est pas très encourageant ce que vous nous dites. Hein. C'est pas très encourageant. C'est vrai que vous avez, par contraste, vous avez des magistrats qui sont des gens extrêmement consciencieux, des gens avisés, prudents, et surtout, un grand problème pour la justice, des magistrats courageux. Il y en a. Et le fait qu'il y en ait, c'est plutôt rassurant, mais il n'y en a pas assez. Voilà, voilà, ça c'est ce qu'il disait là. Et maintenant, la suite. Maître Panier, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez suivi le dossier qu'on a ouvert et quelques interviews qui ont déjà été diffusées, et ça vous amène finalement à souhaiter poser des questions importantes à l'institution judiciaire. Alors, on vous écoute. Alors, déjà, je devrais vous dire qu'on ne devrait pas avoir à se poser des questions, parce que on a en face de nous une réalité qui est totalement massive, qui est très importante, c'est que le phénomène d'aliénation parentale, il est signalé par le défenseur des enfants, non seulement chaque année, mais dans un rapport qui lui est consacré pratiquement entièrement, un rapport de 258 pages adressé au président de la République, ce qui montre l'importance du problème. Je serais même, disons, intéressé de savoir combien de temps on a mis chez le défenseur des enfants pour arriver à publier ce rapport, parce qu'au départ, il ne savait pas comment prendre ce phénomène. Aujourd'hui, ce phénomène, il est considéré comme acquis. Il faut donc le traiter. Et le traiter, ça commence par les décisions judiciaires qui sont rendues. Alors, on a l'impression que c'est dur à mettre en route chez nos juges français, nationaux, alors que la Cour européenne, elle a déjà commencé, et ça commence, je crois, en 2006, et puis vous avez des décisions en 2007, et maintenant, donc, il faut que les juges français acceptent cette jurisprudence qui est supérieure, n'est-ce pas, à la Cour européenne. Elle donne le ton. Maître, excusez-moi de m'attendre, mais ce ne sont pas des questions. Là, ce sont des affirmations pratiquement. Alors, la question, c'est de savoir comment on en est arrivé là, comment on peut continuer à avoir autant de réticence pour régler un problème qui se passe sous nos yeux tous les jours. On connaît tous autour de nous, dans nos entourages, des gens qui se sont comportés de cette façon-là par rapport aux enfants, au risque de les entraîner, n'est-ce pas, dans une aventure psychique, psychologique, enfin surtout de fragiliser leur avenir de manière totalement anormale. Alors, je serais tenté de dire que l'institution judiciaire, face à ce genre de réalité, elle est un petit peu, disons, responsable de ce qu'on pourrait qualifier de non-assistance à personne en danger. Et c'est d'abord au parquet qu'il reviendrait, n'est-ce pas, naturellement de faire face à ce phénomène et de l'endiguer, alors que, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, on constate que chaque week-end, le phénomène prend sa racine, par exemple, dans le refus de présenter les enfants dans le cadre du droit de visite et d'hébergement. Et bien, chaque week-end, les parquets font la sourde oreille et le phénomène peut se développer ainsi facilement, alors qu'il ne devrait pas. Derrière les parquets, il y a les magistrats, alors il y a les juges aux affaires familiales, il y a les juges pour enfants, et tous ces gens-là sont invités aujourd'hui, par la presse d'ailleurs, puisqu'on en parle de plus en plus, à prendre en compte
ce problème et d'essayer de le régler. Alors, est-ce qu'il faut le régler avec des expertises qui sont souvent longues et compliquées, d'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup d'experts spécialisés? Est-ce que les magistrats n'ont pas eux-mêmes, comme c'était le cas auparavant, la sagesse naturelle qui leur permet d'identifier ce genre de problème, puisque quand il dit aliénation, il dit quand même qu'il y a un problème sérieux. Beaucoup de magistrats sont tout à fait compétents pour voir là où le bas blesse et prendre les dispositions qui s'imposent. Il n'y a pas forcément besoin à chaque fois de se couvrir derrière l'avis d'un expert, surtout quand on voit qu'il y a des écoles de pensée chez les experts, certains étant par principe hostiles à envisager ce phénomène, qu'ils préfèrent donc occulter. Alors, ou négationniste même. Alors, c'est le mot que j'avais utilisé, effectivement. Il y a des négationnistes et c'est même inquiétant parce qu'on se demande comment on en est arrivé à nier l'évidence, n'est-ce pas? Vous avez effectivement des tendances naturelles. Alors qu'est-ce qui les inspire, qu'est-ce qui les anime? Pour moi, c'est un non-événement. Hein. Si le problème est réel et qu'il existe, peu importe qu'il y ait des écoles de pensée qui s'opposent à la prise en compte de ce genre de réalité. Les enfants sont en danger, il faut voler à leur secours. Or, aujourd'hui, on ne le fait pas. On le fait tellement mal qu'on a l'impression que les rares magistrats qui ont eu le courage de mettre les points sur les i se trouvent un peu seuls, un peu isolés. Mais c'est un problème qu'on rencontre dans d'autres jurisprudences. Ça prend du temps, il faut simplement s'atteler à la tâche et regarder les choses de manière, disons, très professionnelle et s'attacher à faire en sorte que ces situations d'aliénation s'arrêtent. Je vous donne un exemple qui a été signalé par ce juge aux affaires familiales de Toulon qui dit dans son jugement: ces enfants qui sont victimes du syndrome d'aliénation parentale, dont la mère est à l'origine, doivent maintenant pouvoir en toute sérénité avoir des contacts réguliers avec leur père pour qu'ils puissent renouer confiance avec celui-ci, qui ne doit plus être une source d'anxiété alimentée par la mère. Alors ça pourrait être aussi le père dans un certain nombre de cas. Le juge met le doigt sur une réalité qui est très simple et qu'il convient, puisque ce sont des magistrats qui ont un pouvoir important, qu'il convient, n'est-ce pas, d'assumer jusqu'au bout, c'est-à-dire de prendre les mesures qui s'imposent. Alors ça commence par le respect, bien sûr, du droit de visite et d'hébergement. C'est pas si compliqué. Il ne s'agit pas de mettre les parents en prison, il s'agit de les contraindre. Alors certains magistrats ont trouvé fort judicieux de taper au portefeuille. Alors par exemple, on prononce une astreinte à chaque violation du droit de visite et d'hébergement. On prononce une astreinte, ça peut être 200, 300 euros, 500 euros dans les cas difficiles, voire éventuellement plus. On a même vu une dame qui était prête à tuer tout le monde plutôt que de rendre les gosses à leur père, accepter de payer une amende de 20 euros. Vous voyez, c'est pour vous signaler quand même. Mais ça, c'est une affaire réelle. Donc finalement, c'est plus adapté. La prison n'est pas une solution, même avec sursis. Les sanctions qui sont prononcées à la demande des parquets, les classements ou les rappels à la loi, tout ça n'a aucune portée parce que les gens savent bien qu'ils peuvent continuer, ça n'a pas de conséquences. Donc la vraie question, c'est de se demander, mais pourquoi hésitent-ils à utiliser un petit arsenal qui est à leur disposition, alors que cet arsenal-là a déjà donné des résultats dans pas mal de situations. On ne les connaît pas toutes, bien sûr qu'on ne les connaît pas toutes, mais on sait qu'à chaque fois que ça a été utilisé, ça a fonctionné. Donc il faut continuer dans cette voie-là et laisser, disons, prospérer cette réaction qui est quand même adaptée à un problème qui encore une fois, va entraîner, si on n'y prend pas garde, les enfants vers des conséquences qui peuvent être terribles. Voilà, des conséquences qui peuvent être terribles. Et encore une fois, il le dit bien, le procureur en premier, quoi. Hein, je suis pas tout seul à le dire. Hein. Donc, ben voilà, c'est quand même excellent. C'est quand même excellent ce qu'ils me font là. Donc moi je dis que je suis dans cette problématique là qui est expliquée dans la première et la seconde vidéo. Donc voilà, hein, maintenant je relate aussi certains liens avec Forcalquier, directement avec Digne. À quel niveau je ne sais pas encore, mais le lien existe. Donc maintenant reste à savoir ce qui va se passer. Voilà, maintenant reste à savoir ce qui va se passer, parce que vous êtes allé loin, vous allez essayer de camoufler le plus possible, ça c'est déjà fait. Sauf que ben, ça continue à tirailler de l'autre côté, hein, puisque mes filles sont tenues de faire un rapport à Madame Calva quand elle rentre de chez papa, du week-end de chez papa.
faut bien tenir des propos, essayer d'arranger la sauce comme on veut et comme on peut. Donc mes filles sont devenues des sources d'information. Donc après on dit papa il les met au milieu du conflit. Donc Madame Calva, qui est extérieure en plus à la famille, se permet de demander à mes filles des comptes rendus des week-ends et d'expliquer, de regarder ce qui va pas, comment, pourquoi. Alors que Madame Calva, je le répète encore une fois, déclare noir sur blanc et signé, tamponné par les services de la DSEA 04, mes filles sans discernement. Mes filles sont pour la DSEA 04 et encore plus pour Madame Calva dans ses déclarations et signatures sans discernement. Et c'est à des enfants sans discernement, déclarés par elles-mêmes, par Madame Calva, que Madame Calva va demander de faire des rapports. Champignon du monde. Enfin bref, on en reviendra et je vous garantis, je lâche pas l'affaire. Merci.